Salut, ce soir nous allons parler de quelque chose de plutôt fou. Ce que c'était réellement de vivre pendant la révolution industrielle, surtout en ce qui concerne le fait de rester propre. Croyez-moi, à la fin de cette histoire, vous allez vraiment apprécier ce savon dans votre salle de bain et les toilettes qui se tirent. Oh, et si vous aimez ces histoires, j'apprécierais vraiment un like ou un abonnement. Je suis curieux de savoir d'où vous écoutez tous. Alors, laissez un commentaire avec votre localisation et l'heure qu'il est là-bas. Ça me surprend toujours de voir des gens s'endormir en écoutant ça partout dans le monde. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et laissez votre corps s'enfoncer dans ce sur quoi vous êtes allongé. Nous retournons en Angleterre dans les années 1830. Félicitations, vous venez de vous réveiller dans un logement exigu d'un immeuble ouvrier à Bradford, en Angleterre, en 1834. La lumière du matin filtre à peine à travers la petite fenêtre de votre unique pièce. Vous ne dormez pas sur un matelas moelleux, mais sur un sac rempli de paille posé directement sur le plancher en bois. La paille est vieille, probablement inchangée depuis des mois, et forme des bosses contre votre dos. La couverture en laine rugueuse qui vous recouvre offre peu de réconfort contre le froid humide constant. Vous bougez légèrement, ressentant la douleur familière dans vos muscles après votre quart de 14 heures à l'usine textile. L'air dans la pièce est lourd, chargé de l'odeur de fumée de charbon qui s'infiltre par chaque fissure des murs fins. Même avec la fenêtre fermée, une fine couche de suie noire s'est déposée sur tout pendant la nuit. Vous la sentez sur vos lèvres et au fond de votre gorge. Votre femme et vos 3 enfants dorment encore à côté de vous, tous entassés dans le même lit pour se réchauffer. Dans un coin, votre mère âgée ronfle doucement sur sa petite couchette. 6 personnes dans une pièce à peine de 4,5 mètres carrés. L'intimité n'existe pas ici. La première chose que vous remarquez chaque matin n'est pas le chant des oiseaux ni la lumière du soleil. C'est l'odeur. La mauvaise nouvelle, c'est que vos narines sont immédiatement assaillies par le mélange d'odeurs de corps non lavés, du pot de chambre dans le coin qu'il faut vider, de la graisse de cuisson du dîner maigre de la veille, de la moisissure sur les murs et de la fumée de charbon omniprésente. La bonne nouvelle, c'est que vous ne la remarquez presque plus. Votre nez s'est habitué à ce cocktail de la vie industrielle. Les visiteurs de la campagne peuvent avoir envie de vomir en entrant, mais pour vous, c'est juste le décor normal de l'existence. Il est temps de se lever et de commencer la journée. Mais d'abord, la nature appelle. Vous jetez un œil au pot de chambre en céramique ébréché dans le coin. Il est presque plein après l'usage de la famille pendant la nuit. Et voilà le problème, dans ce foyer ouvrier de Bradford en 1834, il n'y a ni salle de bain, ni douche, ni évier avec de l'eau courante, et encore moins de toilettes qui évacuent vos déchets d'un simple coup de levier. À la place, vous utilisez ce pot de chambre, que quelqu'un, probablement votre femme ou votre fille aînée, devra porter en bas et vider dans la fosse commune derrière le bâtiment plus tard ce matin. Si vous avez de la chance, la fosse a été vidée récemment par les Night Swallmen qui collectent les déchets humains pour les vendre comme engrais. Si vous n'avez pas de chance, et honnêtement dans ce quartier ce n'est rarement le cas, la fosse déborde, créant une mare puante qui s'infiltre dans les fondations du bâtiment. Mais revenons à vous. Après avoir utilisé le pot de chambre, il faut se laver un peu. Il y a un bassin en céramique ébréché sur la seule table de la pièce à côté d'un pichet d'eau que votre femme a rempli hier depuis la pompe commune dans la rue. L'eau reste là toute la nuit, car faire le trajet pour de l'eau fraîche chaque matin signifierait arriver en retard au travail, et être en retard même une fois pourrait vous coûter votre emploi. L'eau du bassin est froide. Bien sûr, chauffer de l'eau nécessite du précieux charbon pour le petit poêle en fer, que vous gardez pour la cuisson essentielle. Vous éclaboussez donc de l'eau glacée sur votre visage, le choc du froid vous faisant sursauter. Il y a un petit morceau de savon dur à proximité, mais vous l'utilisez avec parcimonie. Le savon est cher, et ce morceau doit durer au moins une semaine pour toute la famille. Vous passez vos doigts mouillés dans vos cheveux et sur vos dents. Pas de brosse à dents, pas de dentifrice. Ce sont des luxes pour les classes moyennes et supérieures. À la place, vous pouvez frotter vos dents avec un chiffon et un peu de sel si vous en avez. Beaucoup de vos collègues ont déjà perdu la plupart de leurs dents à votre âge, 35 ans. Leurs gencives sont noircies et rétractées. Vous êtes relativement chanceux, n'ayant perdu que 3 dents jusqu'à présent à cause de la carie et des infections. Je sais ce que vous pensez, pourquoi ne pas prendre un vrai bain? Eh bien, en 1834, les bains complets ne sont pas vraiment accessibles aux ouvriers de Bradford. Votre immeuble, qui abrite 12 familles, n'a aucune installation de bain.
Le bain public le plus proche est de l'autre côté de la ville, coûte de l'argent que vous n'avez pas, et il faudrait y aller pendant les heures de travail de toute façon. La plupart des ouvriers des villes industrielles ne parviennent à se laver entièrement que toutes les quelques semaines au mieux, généralement dans ce même petit bassin, debout et en s'essuyant section par section avec un chiffon. Votre routine quotidienne de bain consiste à laver le visage, les mains et peut-être les aisselles et l'aine. La version victorienne de ce que nous appelons aujourd'hui un sink bath ou bain de cheval, nettoyer seulement les parties essentielles quand un lavage complet n'est pas possible. Après vos ablutions matinales minimales, vous vous habillez avec les mêmes vêtements que la veille et l'avant-veille. Les ouvriers possédaient généralement au maximum 2 ensembles de vêtements, un pour le travail et un légèrement plus soigné pour le dimanche. Les sous-vêtements, tels que nous les connaissons, n'existent pas encore pour la plupart des gens. Les hommes pouvaient porter de longues chemises en lin ou en coton qui descendaient au-delà de la taille, tandis que les femmes avaient de simples chemises sous leurs robes. Ces vêtements étaient lavés peut-être une fois par semaine, si tant est. Le manque de nettoyage n'était pas seulement de la paresse ou du désintérêt. C'était une réalité pratique. Sans eau courante, chaque goutte utilisée pour laver les vêtements devait être transportée depuis la pompe publique, chauffée sur le poêle, puis les vêtements mouillés devaient être suspendus quelque part pour sécher dans un espace de vie déjà exigu. En hiver, cela était particulièrement difficile, les vêtements humides suspendus pendant des jours dans une pièce déjà humide, aggravant le problème constant de la moisissure. À présent, votre femme et vos enfants commencent à s'agiter. L'aînée, une fille de 12 ans, a déjà commencé à travailler à la même usine textile que vous. Les plus jeunes, 8 et 6 ans, seront laissés sous la garde de votre mère pendant que vous travaillez. Il n'y a pas d'école pour eux. L'éducation n'est ni gratuite ni obligatoire à cette époque. Ils commenceront probablement à travailler eux-mêmes dans 1 an ou 2. Le petit déjeuner est simple. Un morceau de pain peut être étalé avec un peu de suif, la graisse animale économisée si vous avez de la chance, et du thé léger si vous pouvez vous le permettre. Votre femme est déjà levée depuis quelques minutes pour entretenir le petit feu de charbon dans le poêle en fer qui sert à la fois de surface de cuisson et de seule source de chaleur de la pièce. La fumée ajoute à la mauvaise qualité de l'air de la pièce, mais c'est soit ça, soit manger froid et gelé en hiver. Votre fille prend son tour au bassin d'eau, suivant la même routine minimale de lavage. L'eau est déjà sale de votre utilisation, mais vous ne pouvez pas vous permettre de la gaspiller en la changeant entre les usages. Lorsque votre femme l'utilisera en dernier, l'eau sera grise et trouble. Il est maintenant temps de se rendre au travail. Vous et votre fille vous habillez chaudement contre l'air froid du matin et descendez l'étroit escalier sinueux de votre immeuble. Il fait sombre. Les marches sont usées de manière inégale par des années d'usage. L'odeur devient plus forte en descendant, le rez-de-chaussée étant le plus proche de la fosse commune débordante derrière le bâtiment, et les résidents vident souvent les pots de chambre dans l'allée à côté du bâtiment quand la fosse est trop pleine. En sortant, vous êtes frappé par l'assaut sensoriel complet de Bradford industriel en 1834. L'air est épais de fumée de charbon provenant de milliers de cheminées, industrielles et résidentielles. Le ciel est rarement bleu ici. À la place, il est perpétuellement gris, le soleil apparaissant comme une boule orange pâle les jours les plus clairs. Vos poumons se serrent légèrement en respirant cet air chargé de particules, mais, comme pour les odeurs, vous vous y êtes habitué. La rue étroite devant votre immeuble est un mélange de boue, de crottin de cheval, de déchets alimentaires jetés et d'excréments humains. Il n'y a pas encore de tout à l'égout. Cette innovation viendra des décennies plus tard, après trop d'épidémies de colliers pour être ignorées. En attendant, les déchets s'accumulent là où les gens les laissent tomber. Après la pluie, la rue devient une rivière nauséabonde de saleté, le contenu des pots de chambre et des fosses débordantes se mélangeant à la boue et aux déchets animaux. Vous et votre fille avancez prudemment dans cette boue, essayant de garder vos chaussures aussi propres que possible. Les chaussures sont chères et difficiles à remplacer. Les plus pauvres de vos voisins vont pieds nus même en hiver, leurs pieds calleux souvent infectés à force de contact avec ces rues sales. En chemin vers l'usine, vous passez devant une pompe publique où plusieurs femmes font déjà la queue avec des seaux et des jarres. Cette pompe est la seule source d'eau pour des centaines de personnes vivant dans les immeubles alentours. L'eau provient d'un puits qui, à l'époque, est contaminé par les infiltrations des fosses communes proches, mais personne ne le sait encore. La compréhension scientifique de la propagation des maladies est encore à ses débuts en 1834, et le lien entre l'eau contaminée et les maladies comme le choléra ou la typhoïde n'est pas encore établi.
Cette pompe, qui fournit l'eau pour boire, cuisiner et effectuer le peu de lavage possible, empoisonne lentement tout votre quartier. Mais cette connaissance est encore à des décennies. Pour l'instant, les habitants acceptent que les maux d'estomac, la diarrhée et les épidémies parfois mortelles de choléra soient simplement des faits de la vie urbaine, peut-être des punitions divines ou le résultat de l'air vicié. La théorie des miasmes domine toujours la pensée médicale. À propos de la pensée médicale, les soins de santé pour les ouvriers comme vous sont pratiquement inexistants. Si vous tombez malade, vous essayez simplement de continuer à travailler. Ne pas travailler signifie pas de salaire, et pas de salaire signifie rapidement pas de nourriture et expulsion. Il n'y a pas de jour de maladie, pas d'assurance santé, pas de protection des travailleurs. Les médicaments les plus courants à votre disposition seraient l'alcool pour atténuer la douleur, diverses concoctions à base de plantes d'efficacité douteuse, ou si vous pouvez vous permettre de consulter un médecin, vous ne le pouvez pas. On pourrait vous saigner avec des sangsues ou vous administrer des composés de mercure qui font plus de mal que de bien. Les mesures de soins de santé préventifs de base que nous considérons aujourd'hui comme acquises, telles que le bain régulier, le lavage des mains avant de manger et l'élimination correcte des déchets, n'étaient pas encore comprises comme des questions de santé. Ce n'est pas que les gens voulaient être sales ou malades. C'est que l'infrastructure n'existait pas pour rester propre selon les standards modernes, et que les connaissances scientifiques reliant l'hygiène à la santé étaient encore en développement. Vous et votre fille arrivez à l'usine textile juste au moment où la cloche du matin sonne. Vous passerez les 14 prochaines heures dans une pièce chaude, humide et remplie de peluches, travaillant avec des machines dangereuses pour un salaire à peine suffisant pour nourrir votre famille. Votre fille, plus petite et plus agile, sera envoyée à ramper sous les machines encore en marche pour les nettoyer ou récupérer des objets tombés, risquant ses doigts, ses membres et même sa vie pour une fraction de votre salaire déjà maigre. L'usine elle-même n'est pas plus propre que les rues. Il n'y a pas de toilettes ici non plus. Les ouvriers doivent se soulager dans des coins désignés ou dans des seaux, rarement vidés. L'air est chargé de peluches de coton et de fibres de laine qui recouvrent vos poumons, entraînant progressivement des problèmes respiratoires chroniques que les ouvriers appellent poumons bruns. Les machines sont dangereusement non protégées, causant régulièrement des blessures allant de la perte de doigts à des accidents mortels lorsque des vêtements ou des cheveux s'en mêlent dans les mécanismes. À la fin de votre quart, vous serez épuisé, couvert de sueur, d'huile de machine et de fibres textiles. Vous ferez le long chemin de retour dans l'obscurité, peut-être en vous arrêtant dans un pub pour une pinte si vous pouvez vous le permettre, non seulement pour le plaisir de l'alcool, mais parce que la bière est souvent plus sûre à boire que l'eau dans de nombreux quartiers. Une fois rentré, il n'y aura pas de douche chaude pour laver la saleté accumulée de la journée. Peut-être que si c'est votre jour de bain désigné, votre femme aura transporté et chauffé suffisamment d'eau pour que vous puissiez vous laver plus soigneusement. Mais plus probablement, vous utiliserez simplement le même bassin, maintenant rempli d'eau fraîche, si vous avez de la chance, pour essuyer le pire de la saleté de la journée avant de vous effondrer dans le même lit avec votre famille pour recommencer le lendemain. Vous vous déplacez légèrement, trouvant la position parfaite alors que le sifflet de l'usine retentit, signalant le début d'une nouvelle journée de travail épuisante à Bradford. Vos muscles se détendent légèrement alors que vous traversez les rues sales où l'air est chargé de poussière froide et votre respiration ralentit naturellement malgré les conditions difficiles autour de vous. Le sol de l'usine est un monde à part. Le vacarme assourdissant des machines rend la conversation impossible, ce qui est très bien puisque parler vous vaudrait des réprimandes du contremaître. L'air est épais de fibres de coton qui dansent dans les rayons de lumière filtrant à travers les fenêtres encrassées et en hauteur. Ces minuscules particules se déposent dans vos poumons, s'accumulant année après année. La plupart des ouvriers développent une toux persistante après quelques années, un état que les habitants appellent poumons bruns. La chaleur est oppressante. Les machines textiles fonctionnent à haute température et les fenêtres restent fermées pour maintenir l'humidité nécessaire au travail du fil de coton. La sueur trempe vos vêtements dès la première heure, se mélangeant à l'huile de machine qui éclabousse inévitablement votre peau et vos habits. À midi, votre chemise colle à votre dos, une seconde peau humide et sale. Il n'y a pas de pause déjeuner. Vous mangez votre morceau de pain et peut-être un peu de fromage tout en continuant à travailler. Arrêter les machines coûte de l'argent, et le profit de l'usine prime sur votre confort ou votre dignité. Vous avez appris à mâcher avec précaution pour éviter de vous étouffer dans l'air chargé de peluches. Et bien sûr, il n'y a aucune occasion de se laver les mains avant de manger.
Le concept que des germes peuvent passer de vos mains sales à votre nourriture et provoquer des maladies est encore à des décennies de compréhension courante. Lorsque la nature appelle pendant votre quart de 14 heures, vous êtes autorisé à utiliser l'un des coins désignés de l'usine où des seaux rudimentaires servent de seules installations. Ces seaux nécessaires, comme on les appelle euphémiquement, sont vidés peut-être une fois par jour, généralement par les enfants ouvriers les plus jeunes assignés aux tâches les plus désagréables. L'odeur de ces coins s'ajoute à l'atmosphère déjà âcre de sueur, d'huile et de matières premières. Il n'y a pas d'intimité, pas de lavage des mains, et certainement pas de papier toilette. Peut-être quelques chiffons rugueux de coton ou de laine si vous avez de la chance. Les femmes ont particulièrement du mal, surtout pendant leur cycle mensuel. Beaucoup fabriquent des protections improvisées à partir de morceaux de tissu qu'elles doivent porter toute la journée sans possibilité de changer ou de se nettoyer. Les jupes tachées de sang sont courantes et inévitables, ajoutant à l'humiliation générale. En regardant autour du sol de l'usine, on distingue facilement les différentes classes de travailleurs selon leur niveau de saleté. Les enfants qui rampent sous les machines encore en marche pour dégager les blocages ou balayer les déchets sont pratiquement noirs de crasse. Leurs petits corps sont recouverts d'huile et de saleté. Les ouvriers réguliers, comme vous, sont un peu plus propres, tandis que les contremaîtres qui patrouillent avec des visages sévères et un bâton à la main parviennent à maintenir une apparence relativement plus propre, bien que loin d'être hygiénique selon nos standards actuels. Au sommet de cette hiérarchie se trouve le propriétaire de l'usine, qui peut occasionnellement traverser son domaine en costume propre, peut-être un mouchoir à la main pour bloquer la pire odeur. Il reste rarement longtemps, se retirant dans son bureau confortable ou sa grande maison dans une partie plus propre de la ville, où les domestiques maintiennent un niveau de vie totalement différent. Cette division flagrante entre les conditions de travail sales des pauvres et la relative propreté des riches n'est pas seulement une question de confort. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Dans les années 1830 et 1840, l'espérance de vie moyenne des ouvriers des villes industrielles comme Bradford est d'environ 25 à 30 ans. Les commerçants de la classe moyenne peuvent vivre jusqu'à 45 ou 50 ans, tandis que les citoyens les plus riches peuvent espérer atteindre 60 voire 70 ans. La maladie est le grand égalisateur, bien qu'elle ne frappe pas de manière égale. La classe ouvrière entassée dans des immeubles insalubres avec de l'eau contaminée et des déchets mal gérés souffre de manière disproportionnée des maladies infectieuses qui balaient régulièrement les villes industrielles. Et la maladie est partout dans ces premières villes industrielles. Le choléra est le fléau qui terrifie tout le monde. On l'appelle roi choléra et il règne sur ces rues d'une main de fer, surtout dans les quartiers pauvres. La maladie frappe soudainement et violemment. Un jour vous allez bien, le lendemain vous souffrez de diarrhées explosives, de crampes abdominales atroces et de vomissements si sévères que vous ne pouvez pas garder une goutte d'eau. La mort survient souvent en quelques jours, voire quelques heures. Votre corps se déshydrate tellement que votre peau devient gris-bleu et se ride comme du vieux cuir. La première grande épidémie de choléra a frappé l'Angleterre en 1831 à 32 et ce fut dévastateur. Personne ne comprenait ce qui la causait. La théorie dominante chez les médecins et les scientifiques était que des maladies comme le choléra se propageaient par les miasmes, un air vicié ou des vapeurs fétides provenant de matières organiques en décomposition. Cette théorie semblait logique dans les villes industrielles puantes où l'air était visiblement pollué et chargé de déchets humains, de produits chimiques industriels et de décomposition. Mais la théorie des miasmes a conduit à toutes les mauvaises solutions. Les responsables municipaux pouvaient essayer de combattre le choléra en brûlant du goudron et du soufre dans les rues pour purifier l'air ou en incitant les citoyens à porter des bouquets odorants d'herbes et de fleurs pour se protéger de la maladie. Pendant ce temps, la véritable source d'infection, les approvisionnements en eau contaminée, restait ignorée. L'ironie est que les efforts pour nettoyer les déchets aggravaient souvent le problème. Dans certaines villes, des responsables bien intentionnés ordonnaient de vider plus fréquemment les fosses communes, les déchets étant directement déversés dans les rivières servant ensuite de source d'eau potable en aval. Le lien entre les égouts et la maladie n'était pas encore compris, de sorte que des actions qui semblaient hygiéniques augmentaient souvent la contamination. Votre quartier à Bradford partage une seule pompe à eau avec des centaines d'autres habitants. Cette pompe puise l'eau dans un puits peu profond qui, à l'insu de tous, est régulièrement contaminé par des infiltrations provenant des fosses communes voisines et de la saleté générale des rues. Chaque tasse d'eau que vous buvez, chaque thé que vous préparez contient potentiellement la mort invisible. Ce n'est même pas le pire.
À Londres, la situation est encore plus critique. La rivière Thames, qui fournit une grande partie de l'eau potable de la ville, est devenue essentiellement un égout à ciel ouvert. L'introduction des toilettes à chasse d'eau parmi les classes supérieures et moyennes, théoriquement une amélioration hygiénique, a en réalité aggravé le problème. Au lieu que les déchets humains soient collectés dans des fosses communes et retirés par les hommes chargés de la collecte, aussi dégoûtant que cela puisse paraître, ils sont maintenant directement déversés dans la Thames, qui sert également de source d'eau potable pour une grande partie de la population. Le résultat est un cycle mortel. Les déchets humains contenant des bactéries du choléra sont déversés dans la rivière. Les compagnies d'eau prélèvent cette même eau pour la distribuer aux foyers. Les habitants boivent l'eau contaminée et contractent le choléra, leurs propres déchets perpétuant le cycle d'infection. Cette situation atteindra son point de rupture à Londres avec la grande puanteur de 1858, lorsque l'odeur des films d'égout deviendra si insupportable que le Parlement, dont les bâtiments se trouvent sur les rives de la rivière, prendra enfin des mesures décisives pour créer un véritable système d'égout. Mais cela reste encore à des décennies de votre vie en 1834, à Bradford. Entre-temps, les gens font face du mieux qu'ils peuvent. Pour la classe ouvrière, cela signifie souvent se tourner vers l'alcool plutôt que vers l'eau. La bière et le gin sont plus sûrs à boire que l'eau dans de nombreux quartiers, car les processus de brassage et de distillation tuent les bactéries nocives. Bien sûr, cela entraîne ses propres problèmes de santé publique, l'alcoolisme étant répandu parmi les travailleurs cherchant à échapper à leurs conditions difficiles et à une alternative plus sûre à l'eau contaminée. Le thé est une autre option relativement sûre, car l'ébullition tue les bactéries. Mais le thé est coûteux pour les familles ouvrières qui doivent gérer chaque penny avec soin. Les cafés existent, mais s'adressent principalement aux hommes d'affaires de la classe moyenne plutôt qu'aux ouvriers d'usine. En milieu d'après-midi dans l'usine, votre gorge est sèche à cause de l'air rempli de peluches et de la chaleur. Vous êtes autorisé à boire occasionnellement à partir d'un seau d'eau commun. Oui, un seul seau et une louche partagés par des dizaines de travailleurs. Un autre vecteur parfait pour la propagation des maladies que personne ne comprend encore. Votre fille travaille dans une autre section de l'usine où les plus petits enfants sont employés. Leurs petites mains et leur corps sont parfaits pour nettoyer et entretenir les machines, souvent alors qu'elles fonctionnent encore. Les enfants perdent fréquemment des doigts ou des mains, ou sont parfois entièrement aspirés dans les machines lorsque leurs vêtements se coincent. Les protections de sécurité sur les machines ne deviendront standards que plusieurs décennies plus tard. Les enfants qui effectuent ces travaux dangereux sont souvent les plus sales de tous les travailleurs. Ils rampent à l'intérieur et en dessous des machines dans des espaces si étroits et sales que même leurs petits corps en ressortent noircis de graisse et de saleté. Ils travaillent les mêmes journées de 14 heures que les adultes, mais pour une fraction du salaire. Beaucoup développent des déformations physiques permanentes à force de ramper et de contorsionner leur corps en croissance dans des positions non naturelles jour après jour. À la maison, votre femme fait face à ses propres défis d'hygiène. Maintenir un ménage même minimalement propre dans ces conditions est presque impossible. Sans eau courante, chaque goutte utilisée pour le nettoyage doit être transportée depuis la pompe publique. Le savon est cher et souvent rugueux, fabriqué à partir de graisse animale et de soude. La plupart du nettoyage se fait à l'eau seule, parfois avec un peu de sable ou de cendre pour écurer. La lessive est un défi particulier. Votre femme peut réussir à laver les vêtements de la famille une fois par semaine environ, un processus qui prend une journée entière de dur labeur. D'abord, elle doit transporter plusieurs seaux d'eau depuis la pompe. Puis elle les chauffe sur le feu de charbon dans votre unique pièce, qui devient plus humide et inconfortable que d'habitude. Le lavage lui-même se fait dans une cuve en bois, les vêtements étant frottés à la main sur une planche à laver, une planche en métal ou en bois ondulé permettant de frotter, mais qui est brutale pour les tissus et les mains de votre femme. Le savon qu'elle utilise pour la lessive n'est pas du genre parfumé que les riches pourraient se permettre. Il est rugueux, brun et caustique, rendant souvent ses mains abîmées et gercées. Après le lavage, les vêtements lourds doivent être essorés à la main et suspendus pour sécher, à l'extérieur si le temps le permet, ou à l'intérieur dans votre espace de vie déjà exigu. Le résultat de tout ce travail est des vêtements quelque peu plus propres, mais jamais vraiment propres selon les standards modernes. Les taches persistent, et sans eau chaude ni détergents efficaces, de nombreuses formes de saleté s'incrustent définitivement dans les fibres. Les poux de corps et autres parasites sont courants, se cachant dans les coutures où il est difficile de les enlever sans faire bouillir les vêtements, ce qui détruirait de nombreux tissus.
La literie représente un défi encore plus grand. La housse de matelas et les draps, si vous avez la chance de les avoir, sont lourds et encombrants lorsqu'ils sont mouillés. Ils mettent des jours à sécher dans le climat humide de l'Angleterre industrielle, surtout en hiver, lorsqu'ils doivent être suspendus à l'intérieur. De nombreuses familles ouvrières vivent simplement avec une literie sale, qui devient un terrain fertile pour les parasites, la moisissure et les bactéries. Tout cela contraste fortement avec la vie des riches dans la même ville. À seulement 1 ou 2 kilomètres de votre immeuble exigu, le propriétaire de l'usine vit dans une maison spacieuse avec des pièces dédiées à différentes activités, un concept inimaginable dans votre logement d'une seule pièce. Sa maison possède probablement une salle de bain dédiée, bien que sans eau courante en 1834. À la place, les serviteurs transportent l'eau pour remplir une baignoire en cuivre ou en étain lorsque le maître ou la maîtresse souhaite se laver, ce qui peut être hebdomadaire ou même quotidien pour les plus scrupuleux. L'eau est chauffée au préalable. Le savon est fin et agréablement parfumé, et ensuite l'eau sale est emportée par les mêmes serviteurs. Des serviettes propres, des vêtements frais disposés par une femme de chambre ou un valet, et peut-être de la poudre ou de la cologne parfumée complètent le rituel du bain. Pour les riches, la propreté devient de plus en plus associée à la vertu morale et au statut social. La phrase « la propreté est proche de la divinité » gagne en popularité, bien qu'elle soit appliquée de manière sélective. Les pauvres sont souvent jugés moralement déficients pour leur manque de propreté, sans tenir compte des obstacles structurels et économiques qui rendent l'hygiène presque impossible pour eux. Cette dimension morale de la propreté se reflète dans le nombre croissant de bains publics établis dans certaines villes, souvent soutenus par des œuvres caritatives ou religieuses. Ces installations offrent des bains à prix réduit pour la classe ouvrière, mais restent hors de portée pour les citoyens les plus pauvres. Plus important encore, elles ne sont accessibles que pendant les heures de jour, lorsque la plupart des ouvriers sont au travail. Certains propriétaires d'usines particulièrement paternalistes ont commencé à construire des lavabos dans leurs usines, reconnaissant que des travailleurs plus propres sont généralement des travailleurs plus sains, qui s'absentent moins et sont plus productifs. Mais ces installations restent rudimentaires. Peut-être une pièce avec quelques bassins et de l'eau occasionnellement renouvelée, utilisée principalement par les superviseurs et les ouvriers qualifiés plutôt que par la main-d'œuvre générale. À mesure que votre quart de travail à l'usine touche enfin à sa fin, vous avez respiré des fibres de coton et de la poussière de charbon pendant 14 heures. Votre gorge est irritée, vos yeux sont douloureux, et chaque centimètre de peau exposée est recouvert d'un film de saleté industrielle. Vous n'avez pas pu vous laver les mains de toute la journée, même après avoir utilisé les installations rudimentaires des toilettes ou avant de manger. Les bactéries, bien que vous ne sachiez pas encore qu'elles existent, recouvrent chaque surface de votre corps, vos vêtements, les machines que vous utilisez et la nourriture que vous avez consommée. Lorsque la dernière cloche retentit, un soupir collectif s'élève parmi les ouvriers. Les corps tendus pendant des heures se relâchent légèrement, bien que la relaxation complète soit un luxe que peu peuvent se permettre. Vous retrouvez votre fille, son visage à peine reconnaissable sous une couche de graisse de machine et de poussière de coton, et ensemble vous rejoignez le flot d'ouvriers épuisés se dirigeant vers la sortie. Dehors, l'air semble presque propre en comparaison, bien qu'il soit encore chargé de fumée de charbon provenant des cheminées d'usines qui dominent l'horizon. Le soleil couchant projette une lueur orange étrange à travers la brume permanente. Les rues ne sont pas plus propres qu'au matin. Si quelque chose, elles sont pires. Au fur et à mesure que les déchets de la journée s'accumulent, vous et votre fille commencez le long chemin du retour, rejoignant les rivières d'ouvriers tout aussi sales provenant des différentes usines et ateliers. Les citoyens plus riches, s'ils doivent être dehors à 7 heures, restent de l'autre côté de la rue et se couvrent le nez avec des mouchoirs en passant. Leur dégoût évident est une petite humiliation supplémentaire dans une journée déjà pleine d'indignité. Lorsque vous atteignez votre immeuble, vos jambes sont endolories et votre estomac grogne de faim. L'escalier est sombre, l'odeur des déchets de l'immeuble encore plus prononcée dans la chaleur du soir. En montant, vous croisez des voisins dans des états similaires d'épuisement et de saleté. Un enfant tousse continuellement sur le palier, cette toux profonde et rauque qui précède souvent la tuberculose ou la consommation, comme on l'appelle. Le bébé d'un autre voisin pleure faiblement derrière une porte fermée, le son est mince et faible, faisant sombrer votre cœur. La mortalité infantile dans ces immeubles atteint 50% certaines années. Vos muscles se détendent légèrement en gravissant les dernières marches jusqu'à votre chambre, les environs familiers offrant un petit réconfort malgré la misère.
La tension dans vos épaules commence à se relâcher et vous inspirez plus profondément, vous installant à la fin d'une autre journée harassante dans le Bradford industriel, où demain apportera les mêmes défis et indignités qu'aujourd'hui. Lorsque vous entrez dans votre logement d'une seule pièce, la scène familière vous accueille. Votre femme a réussi à allumer un petit feu avec le précieux charbon dont vous disposez, portant la température juste au-dessus du froid humide qui plane perpétuellement dans l'air. Les plus jeunes enfants se précipitent pour vous accueillir, vous et votre fille, leur visage maculé mais visiblement plus propre que les vôtres. Votre mère âgée est assise dans le coin, ses mains noueuses raccommodant un pantalon malgré la lumière faible. « As-tu apporté de l'eau » demande immédiatement votre femme. C'est une inquiétude quotidienne. Il ne semble jamais y avoir assez d'eau pour tous les besoins de la famille, et la chercher est une corvée qui incombe à celui qui a la force et le temps. Vous secouez la tête. Après un quart de travail de 14 heures, l'idée de faire la queue à la pompe et de transporter de lourds seaux dans ces escaliers étroits était trop épuisante. Le visage de votre femme s'assombrit légèrement, mais elle hoche la tête en signe de compréhension. Cela signifie qu'elle devra y aller elle-même après le dîner ou envoyer l'un des plus jeunes enfants. Aucune option n'est idéale dans l'obscurité grandissante. Le dîner est simple. Une soupe de pommes de terre maigre avec peut-être un peu d'oignon, si vous avez de la chance, un petit morceau de lard salé pour le goût. Du pain en accompagnement, bien qu'il ne soit pas le pain frais et croustillant dont vous vous souvenez de votre enfance à la campagne. Il est dense, souvent adultéré avec de la craie ou de l'alain pour étirer la farine, et parfois légèrement moisi lorsque vous pouvez enfin vous le permettre. Toute la famille mange dans le même pot, se passant quelques cuillères en bois entre vous. Il n'y a pas d'assiette ou de couverts individuels. Ces choses sont des luxes hors de portée. Vous déchirez le pain avec vos mains. Les mêmes mains qui ont manipulé des pièces de machine, essuyé la sueur et touché des surfaces communes toute la journée sans jamais être lavées. Les enfants mangent avec des doigts tout aussi sales, ingérant inconsciemment les bactéries et les parasites qui adhèrent à leur peau. L'eau que vous buvez avec le dîner provient de la même pompe publique qui sert tout votre quartier. À l'insu de tous, elle est contaminée par les eaux usées qui s'infiltrent depuis les fosses septiques voisines jusqu'à la nappe phréatique. Le lien entre cette contamination et les maladies ne sera définitivement prouvé que 20 ans plus tard, lorsque le docteur John Snow retracera une épidémie de choléra à Londres jusqu'à une pompe spécifique de Broad Street. Pour l'instant, les gens acceptent que l'eau puisse parfois vous rendre malade, mais ils ont peu d'alternatives. Certains croient qu'ajouter une touche de gin ou de whisky purifie l'eau. Et bien que l'alcool puisse effectivement tuer certaines bactéries, il est rarement ajouté en quantité suffisante pour faire une réelle différence. Cela rend cependant l'eau, souvent de mauvais goût, plus acceptable. Après le dîner, la nuit tombée dehors et seulement le faible éclat du feu de charbon et peut-être d'une seule bougie pour éclairer, commence la routine d'hygiène du soir de la famille. Elle est minimale selon les normes modernes, mais c'est ce que vous pouvez gérer avec de l'eau limitée, pas d'intimité et des corps épuisés. Votre femme a réservé une partie de l'eau de la journée spécialement pour le lavage. Dans la lumière faible, elle verse une petite quantité dans le seul bassin de la famille, un bol en céramique ébréché qui a connu de meilleurs jours. Les membres de la famille, un par un, se lavent rapidement le visage et les mains. L'eau devient progressivement plus sale à chaque usage, mais la changer serait un gaspillage impensable. Votre fille commence, étant la plus sale après sa journée passée à ramper autour des machines de l'usine. Elle enlève sa couche extérieure, restant en chemise mince, et essuie le pire de la saleté avec un chiffon trempé dans l'eau froide. Il n'y a pas d'intimité dans ce logement d'une seule pièce. Aucun paravent derrière lequel se changer. La modestie est un luxe qui nécessite de l'espace. Le petit morceau de savon est utilisé avec parcimonie, principalement sur les mains et le visage. C'est un savon rugueux fabriqué à partir de graisse animale fondue et de soude caustique. Rien à voir avec les savons doux et parfumés disponibles pour les citoyens plus riches. Il laisse la peau rouge et parfois irritée, mais il enlève le pire de la saleté industrielle. Lorsque c'est votre tour au bassin, l'eau est déjà sombre avec la saleté accumulée de la journée. Vous ne vous plaignez pas. C'est simplement comme ça. Vous vous concentrez sur vos mains et votre visage, sachant qu'un lavage plus complet devra attendre dimanche, le seul jour où l'usine est fermée. Le dimanche est le jour du bain pour la plupart des familles ouvrières, le seul jour de la semaine où elles peuvent consacrer du temps et du combustible pour chauffer suffisamment d'eau pour un lavage correct. Même alors, le jour du bain ne signifie pas immerger tout votre corps dans l'eau.
Vous restez debout ou assis près du feu pendant que votre femme verse de petites quantités d'eau chauffée sur vous, section par section, savonnant et rinçant rapidement avant que la précieuse chaleur ne se dissipe. Tout votre corps peut être mouillé au cours de ce processus, mais jamais en une seule fois. Il n'y a tout simplement pas assez d'eau chaude pour ce luxe. Quant à vos cheveux, ils sont lavés au plus une fois par mois. Un lavage quotidien ou même hebdomadaire est impensable parmi la classe ouvrière. Hommes et femmes doivent composer avec des cheveux gras en portant des bonnets ou des foulards, ou en brossant vigoureusement pour répartir les huiles et enlever le pire de la saleté visible. Le nettoyage des dents, si cela se fait, consiste à les frotter avec un chiffon, parfois avec un peu de sel comme abrasif. Les brosses à dents existent, mais sont principalement utilisées par les classes moyennes et supérieures. Les premières brosses à dents produites en série apparaissent dans les années 1830, mais elles sont beaucoup trop chères pour votre famille. Par conséquent, les problèmes dentaires sont répandus. La carie, les maladies des gencives et la mauvaise haleine chronique sont simplement des réalités de la vie. Pendant que la famille se relaie pour leur lavage minimal, votre femme chauffe un peu d'eau pour un autre usage essentiel: traiter la famille contre les poux et autres parasites. Les poux du corps, les poux de tête et les punaises de lit sont des compagnons constants dans ces conditions de vie surpeuplées et rarement nettoyées. Un par un, les enfants s'asseyent près du feu pendant que leur mère passe soigneusement un peigne fin dans leurs cheveux, s'arrêtant pour écraser les petits parasites qu'elle trouve. C'est un processus long et fastidieux, mais nécessaire. Non traité, une infestation peut entraîner des infections secondaires lorsque les morsures s'infectent, sans parler de l'inconfort constant et du stigmate social. Pour les punaises de lit, il existe peu de traitements efficaces. Occasionnellement, toute la famille peut évacuer la chambre pour une journée pendant que du soufre est brûlé à l'intérieur afin de tenter de fumiger l'espace. Plus couramment, vous supportez simplement leurs piqûres comme un autre des nombreux inconforts de la vie. Les puces sont tout aussi difficiles à éradiquer. Elles se reproduisent dans les fissures des planchers, dans la literie et dans le corps des rats qui circulent librement dans les immeubles insalubres. Comme les poux et les punaises de lit, elles sont des vecteurs de maladies, bien que ce lien ne soit pas encore compris en 1834. Ce qui est compris, du moins de manière pratique, c'est que les vermines et la saleté semblent aller de pair, et que les deux semblent liés à la maladie. Les familles ouvrières comme la vôtre font ce qu'elles peuvent pour maintenir un certain niveau de propreté, non seulement pour le confort, mais aussi par intuition vague mais correcte que la propreté protège la santé. Les classes plus aisées considèrent souvent les pauvres comme intrinsèquement, voire volontairement sales, jugeant l'état des maisons et des corps ouvriers sans comprendre les obstacles structurels à l'hygiène. Ils ne voient pas les heures que votre femme passe à essayer de garder votre seule pièce habitable, ni comment elle étire chaque goutte d'eau et chaque morceau de savon pour maintenir un semblant d'hygiène. Ils ne comprennent pas que lorsque vous privilégiez de nourrir vos enfants plutôt que d'acheter du savon, ce n'est pas parce que vous préférez la saleté, mais parce que la faim est la menace la plus immédiate. Ou que lorsque vous portez les mêmes vêtements pendant plusieurs jours, c'est parce que vous n'en possédez pas d'autres, et que laver ce que vous avez signifie rester nu pendant qu'ils sèchent. Les classes moyennes et supérieures ont commencé à considérer la propreté comme une vertu morale, un signe de respectabilité et d'autodiscipline. La propreté est proche de la piété, est devenu un refrain courant, bien qu'il soit appliqué de manière sélective. Les pauvres sont jugés moralement déficients pour leur manque de propreté. Alors que les obstacles structurels et économiques à l'hygiène restent ignorés, cette dimension morale ajoute une couche supplémentaire de honte à la pauvreté. Lorsque vous passez devant un gentleman ou une dame bien habillée dans la rue et les voyez se reculer de votre proximité, ce n'est pas seulement votre pauvreté qu'ils jugent, mais ce qu'ils perçoivent comme un échec moral, votre saleté, révélant un caractère supposé défectueux. En réalité, maintenir même une propreté minimale dans ces conditions demande un effort et une ingéniosité énormes. Les mains de votre femme sont perpétuellement rouges et fendillées à cause du savon rugueux qu'elle utilise pour la lessive. Les enfants ont la saleté incrustée de manière permanente dans les jointures et autour des ongles, que rien ne semble pouvoir enlever. Votre propre peau a pris la teinte bleutée commune aux travailleurs du textile, car les teintures des matériaux que vous manipulez quotidiennement ont été absorbées jusque dans vos pores. Après le lavage minimal du soir, le bassin est vidé dans le pot de chambre, qui se remplit déjà à nouveau des déchets de la famille. Demain matin, quelqu'un le descendra pour le vider dans la fosse derrière l'immeuble, à condition que celle-ci ne déborde pas déjà, auquel cas le contenu pourrait finir dans le caniveau de la rue. Avant le coucher, il reste un dernier rituel d'hygiène à accomplir.
Votre femme inspecte attentivement le matelas rempli de paille pour détecter de nouveaux signes de vermine. En trouvant quelques punaises de lit, elle les écrase avec précision entre ses ongles. Il y a peu d'autres mesures possibles. Remplacer le remplissage en paille est coûteux et chronophage, et déménager dans un logement moins infesté est rarement une option lorsque tout le logement ouvrier souffre de problèmes similaires. Alors que la famille se prépare à dormir, vous êtes 6 à vous entasser sur le même matelas pour la chaleur. Il n'y a pas de vêtements de nuit spéciaux. Les plus jeunes enfants peuvent ne garder que leur chemise, mais vous et votre femme dormirez probablement dans les mêmes vêtements portés toute la journée, à l'exception peut-être de la couche extérieure. Changer de vêtements quotidiennement est un luxe réservé aux riches. La pièce unique devient plus silencieuse à mesure que les membres de la famille s'endorment, épuisés par le travail de la journée. L'air est lourd et étouffant. Ouvrir la fenêtre laisserait entrer l'air froid de la nuit, ce qui pourrait être mortel en hiver. Vous dormez donc en respirant le même air vicié, rempli de poussière froide provenant du petit feu, des exhalations collectives des 6 personnes et des diverses odeurs de corps non lavés, de peau de chambre, de résidus de cuisine et d'humidité. Le sommeil vient rapidement pour la plupart malgré l'inconfort. L'épuisement physique prend le dessus sur le matelas dur, les conditions exiguës et les piqûres occasionnelles de punaises ou de puces. Mais pour beaucoup dans le quartier, le sommeil est perturbé par une toux chronique, la toux d'usine qui affecte tant de travailleurs du textile, ou par la toux profonde et inquiétante de la tuberculose, communément appelée consommation. La tuberculose est répandue dans ces logements surpeuplés et mal ventilés. La maladie se propage facilement par l'air lorsqu'une personne infectée tousse, et avec des familles dormant si proches les unes des autres, un cas entraîne souvent de nombreux autres. La maladie débilitante est si courante que ses symptômes, tout persistantes, sueur nocturne, perte de poids, finalement, expectoration de sang, sont considérés comme presque inévitables pour de nombreux ouvriers. D'autres affections respiratoires sont également fréquentes. L'inhalation constante de fumée de charbon, provenant à la fois des feux domestiques et des cheminées d'usines qui dominent l'horizon, entraîne bronchite chronique et autres maladies pulmonaires. Les enfants élevés dans ces conditions développent souvent des problèmes respiratoires permanents, leurs poumons en croissance étant endommagés par l'air perpétuellement pollué. Les maladies parasitaires s'ajoutent à ce fardeau. Les infestations de vers ronds et de ténias sont courantes, propagées par des aliments et de l'eau contaminée. Les symptômes, douleurs abdominales, diarrhée, fatigue et perte de poids malgré une alimentation suffisante, sont si répandus qu'ils ne sont souvent même pas reconnus comme des symptômes, mais comme un état normal d'existence. Les maladies d'origine hydrique, comme le typhus, se cachent également dans l'eau de la communauté. La fièvre typhoïde, avec ses fortes fièvres, ses douleurs abdominales et son éruption cutanée caractéristique rose, balaie périodiquement les quartiers ouvriers. Comme le choléra, elle se propage principalement par l'eau contaminée par les excréments des individus infectés. Mais cette relation ne sera comprise que des décennies plus tard. Pourtant, malgré tous ces défis sanitaires, la vie continue. Les communautés se forment, les enfants jouent, les familles s'aiment. Il existe une résilience remarquable dans ces quartiers ouvriers, une détermination obstinée à trouver la joie et un sens malgré les conditions difficiles. Votre communauté a développé ses propres solutions pour relever les défis de la santé et de l'hygiène avec des ressources limitées. Le savoir se transmet de mère en fille sur les herbes qui peuvent aider contre les maux courants, sur les remèdes maison qui soulagent la toux ou apaisent un estomac dérangé. Les voisins partagent ce qu'ils ont. Un peu de savon ici, de l'eau propre là, un remède qui a fonctionné pour l'éruption cutanée de leur enfant. Il y a aussi de petits triomphes. La capacité de votre femme à étirer un petit morceau de savon pour laver toute la famille, votre fille apprenant à éviter les parties les plus dangereuses des machines, rentrer à la maison avec moins de coupures et de contusions, les plus jeunes enfants restant relativement en bonne santé malgré tout, leur petit corps s'adaptant d'une manière ou d'une autre à des conditions qui choqueraient la sensibilité moderne. Et il y a des moments de plaisir simple, le relatif luxe du lavage plus complet du dimanche, la sensation de propreté, même brève, après s'être changé dans vos habits du dimanche légèrement moins sales pour aller à l'église, les bains collectifs organisés par certains quartiers en été où enfants et parfois adultes peuvent se baigner dans une rivière voisine, combinant hygiène et rare récréation. Alors que vous vous laissez dériver vers le sommeil, votre corps s'enfonçant dans le matelas irrégulier malgré ses inconforts, vous pensez à la campagne que vous avez laissée derrière vous. Vous vous souvenez de l'air plus pur, des conditions moins surpeuplées, de l'eau de source qui rendait rarement malade.
Mais vous vous rappelez aussi de la pauvreté rurale accablante, du manque de travail régulier, la raison pour laquelle vous êtes venu à Bradford en premier lieu. La ville industrielle, malgré sa saleté et ses maladies, offrait des opportunités, un emploi stable, des salaires plus élevés que le travail agricole, la chance pour vos enfants d'apprendre des métiers au-delà de la simple subsistance agricole. Le compromis était clair, même tacite, échanger l'air et l'eau propre contre la possibilité de nourrir votre famille plus sûrement. Comme des milliers d'autres, vous avez accepté ce compromis, acceptant les risques sanitaires de la vie industrielle urbaine comme prix de la survie économique. Votre respiration ralentit naturellement pour s'accorder à celle de votre épouse endormie à vos côtés. Les sifflets lointains des usines se sont tus et même le bruit perpétuel de la ville a diminué en un murmure faible. Morning comes too soon. Comme toujours, avant le premier signe de l'aube perçant le ciel perpétuellement enfumé, vous êtes déjà réveillé. Votre corps est conditionné pour se lever avant le sifflet de l'usine, peu importe la qualité de votre sommeil. Les douleurs familières se sont installées dans vos muscles, le mal de dos dû au matelas dur, la douleur persistante dans vos mains à force de travail répétitif à l'usine, la légère brûlure dans vos poumons après des années d'air industriel. La pièce est froide. Le feu s'est éteint depuis des heures, et le reste du charbon sera gardé pour ce soir. Votre souffle forme de petits nuages dans le froid de l'aube. À côté de vous, votre famille dort encore, blottie pour se réchauffer. Vous vous levez doucement du lit, essayant de ne pas les réveiller, bien qu'ils devront eux aussi se lever bientôt. Le pot de chambre dans le coin est presque plein à nouveau, l'odeur âcre d'urine se mêlant aux autres senteurs de la pièce. Vous l'utilisez rapidement, le porcelaine froide désagréable contre votre peau. Pas de papier toilette, bien sûr. C'est un luxe pour les riches. À la place, vous utilisez des morceaux de vieux journaux gardés à cet effet. L'encre bon marché se transfère sur vos mains, ajoutant une couche supplémentaire de saleté à gérer. L'eau du bassin est glaciale, ayant stagné toute la nuit, mais vous en éclaboussez quand même votre visage. Le choc aide à chasser le sommeil de votre esprit. Pas de temps pour un vrai lavage. Cette précieuse routine est réservée aux soirées après le travail et même là, elle reste minimale selon les standards modernes. Votre femme s'agite maintenant, se levant pour raviver les braises du feu de la nuit précédente, juste assez pour chauffer de l'eau pour le thé. Le thé est un petit luxe que vous vous permettez, même si la qualité est médiocre, souvent adultérée avec des feuilles usées ou même des matériaux non colorés artificiellement. Pourtant, il offre un début de journée chaud. Et bien que personne ne comprenne encore pourquoi, l'eau bouillante est plus sûre à boire que l'eau brute de la pompe. En vous préparant pour une autre journée à l'usine, vous vérifiez vos vêtements. Ce sont les mêmes que vous portiez hier et avant-hier. Les ouvriers comme vous ne possèdent généralement que 2 tenues au maximum, une pour le travail et une légèrement meilleure pour le dimanche. Aujourd'hui, elles semblent particulièrement sales. Le col de votre chemise est raide de sueur et de poussière de charbon. Les genoux de votre pantalon brillent à force d'usure. Vous brossez la saleté visible, mais c'est une bataille perdue. Le tissu lui-même semble avoir absorbé la saleté de la vie industrielle. Les fibres sont définitivement décolorées malgré les efforts de votre femme lors de la lessive hebdomadaire. Même lavés, vos vêtements ne sont jamais vraiment propres selon les standards modernes. Les limites de l'eau froide, du savon rugueux et du lavage à la main les laissent ternes de manière permanente. Les sous-vêtements, tels que nous les connaissons, sont minimaux. Vous portez une longue chemise en coton qui sert à la fois de couche extérieure et de sous-vêtements. Les sous-vêtements des femmes sont tout aussi basiques, une chemise ou une combinaison sous la robe, peut-être avec un corset pour celles qui peuvent s'en offrir un. Le concept de changer de sous-vêtements quotidiennement est encore à plusieurs décennies pour la classe ouvrière. Votre fille est maintenant réveillée elle aussi, le visage fin marqué par l'épuisement persistant. À 12 ans, elle développe déjà la posture courbée permanente si courante chez les ouvriers d'usine, la colonne vertébrale voûtée par des heures passées à se pencher sur les machines. Comme vous, elle s'habille rapidement avec les vêtements de la veille. Ses petits doigts sont engourdis par le froid en boutonnant sa robe. Le petit déjeuner est rapide et frugal, encore un peu de thé, un peu de pain, peut-être un peu de graisse animale si vous avez de la chance. Pas de lait frais, trop cher et rapidement périssable sans réfrigération. Vous pourriez avoir un peu de fromage si vous pouvez vous le permettre, bien que souvent de mauvaise qualité, au goût prononcé et parfois légèrement rance. Vous mangez debout, la famille partageant la seule table avec le bassin de lavage, la marmite et d'autres ustensiles domestiques.
Il n'y a pas d'espace dédié aux différentes activités dans ce logement d'une seule pièce. Manger, dormir, se laver et toutes les autres activités se font dans le même petit espace, souvent simultanément. Avant de partir, votre femme vous remet, à vous et à votre fille, de petits paquets enveloppés dans un tissu. Vos repas de midi à consommer pendant la brève pause permise dans la journée de travail de 14 heures. À l'intérieur, plus de pain, peut-être un peu de fromage ou, à de rares occasions, un morceau de lard ou de saucisse. Il sera froid et peu appétissant au moment de le manger, mais c'est du carburant pour votre corps laborieux, rien de plus. Alors que vous vous préparez à sortir, votre plus jeune enfant se réveille, toussant de cette manière qui vous serre le cœur. C'est cette toux profonde et rauque qui précède souvent des maladies plus graves dans ces quartiers industriels. Vous l'avez déjà entendu chez les enfants des voisins qui n'ont pas survécu à l'hiver. Mais il n'y a pas d'autre choix que de partir. Manquer une journée de travail signifie une journée sans salaire, et votre famille vit constamment au bord de la misère. Votre femme remarque votre inquiétude et hoche légèrement la tête. Elle essaiera de préparer un peu de thé contre la toux aujourd'hui, un remède populaire qui aide parfois. Si l'enfant s'aggrave, peut-être une visite chez la sage-femme du quartier qui vend des remèdes à base de plantes pour quelques centimes. Le médecin est hors de portée. Ses honoraires équivaudraient à plusieurs jours de salaire, une somme que vous n'avez simplement pas. Vous descendez à nouveau l'étroite et tortueuse cage d'escalier de l'immeuble, les marches usées craquant sous votre poids. L'odeur s'aggrave à mesure que vous approchez du rez-de-chaussée, le plus proche de la fosse septique débordante à l'arrière. Plusieurs de vos voisins se dirigent également vers l'extérieur, leur visage affichant la même résignation, la même lassitude que vous ressentez. Dehors, l'air pré-down est épais de fumée froide. Même à cette heure, les usines ont tourné toute la nuit avec différents groupes de travailleurs. Les rues sont déjà animées, bien que le soleil ne se soit pas encore levé. Les ouvriers se pressent vers les différentes usines et ateliers, tandis que les vidangeurs de fosses, ceux qui gagnent leur vie en vidant les fosses et en transportant les déchets humains, terminent leur travail nocturne. Leurs charrettes laissent des traces de puanteur et parfois de liquide derrière elles. Vous passez devant la pompe publique où une file s'est déjà formée, principalement composée de femmes et d'enfants envoyés pour collecter l'eau du jour avant l'école ou leur propre travail. Le levier de la pompe grince à chaque utilisation. L'eau éclabousse dans les seaux et les cruches. Personne ne sait encore que cette même pompe empoisonne lentement le quartier. Elle est bien contaminée par les infiltrations des fosses voisines. Le lien entre eau contaminée et maladie est encore à des années de compréhension ou d'acceptation générale. En vous dirigeant vers l'usine, vous traversez des rues devenant progressivement plus industrielles. Les petits commerces cèdent la place aux entrepôts, puis aux usines elles-mêmes, d'imposants bâtiments en briques avec de grandes cheminées crachant continuellement de la fumée noire. La qualité de l'air se détériore à chaque pâté de maison, la fumée et le brouillard se combinant pour créer ce que l'on appellera plus tard le smog, bien que ce terme ne sera inventé qu'au début des années 1900. Lorsque vous atteignez l'usine, vos poumons travaillent déjà plus dur, respirant l'air épais au goût de charbon et de produits chimiques. Votre fille tousse à côté de vous, son petit corps réagissant à la pollution d'une manière à laquelle le vôtre s'est quelque peu adapté après des années d'exposition. Le sifflet de l'usine retentit, son cri perçant traversant l'air du matin. Les ouvriers affluent par les portes principales, un flot d'humanité sur le point d'être absorbé par la machine industrielle pour une autre journée de 14 heures. Il n'y a pas de pointage. Les portes sont simplement verrouillées à l'heure de début, et tout ouvrier arrivant en retard se voit refuser l'entrée et perd une journée de salaire, voire son emploi. À l'intérieur, le bruit vous frappe comme une force physique. Des centaines de métiers à tisser fonctionnant simultanément créent un vacarme assourdissant qui rend toute conversation normale impossible. Les ouvriers communiquent par gestes ou en criant directement dans l'oreille de leurs collègues. Après des années dans l'usine, de nombreux ouvriers plus âgés ont développé une perte auditive significative, bien que cela soit considéré comme un simple risque professionnel. L'air à l'intérieur est encore pire qu'à l'extérieur, épais de fibres de coton visibles dans les rayons de lumière diffuse. Ces fibres se déposent partout, dans vos cheveux, vos vêtements, vos yeux, le plus dangereux, dans vos poumons. Les travailleurs textiles de longue date développent une affection appelée bisonose ou poumon brun, leur système respiratoire endommagé de manière permanente par des années d'inhalation de fibres. La température monte déjà, les machines générant une chaleur considérable. Les fenêtres restent scellées pour maintenir l'humidité nécessaire au travail avec les fils de coton,
créant un environnement chaud et étouffant qui deviendra presque insupportable à midi. La sueur commence à perler sur votre front dans les minutes suivant le début du travail, le premier de nombreux fluides corporels qui imbiberont vos vêtements tout au long de la journée. Votre poste de travail est tel que vous l'avez laissé hier, le métier à tisser attendant avec ses milliers de fils. Vos mains bougent automatiquement, la mémoire musculaire prenant le relais pour exécuter les tâches répétitives qui occuperont les 14 prochaines heures. Votre fille a déjà été dirigée vers sa section, où les plus petits enfants travaillent sous la surveillance d'un contremaître particulièrement strict. Au fil de la matinée, les inconforts physiques se multiplient. Le bruit constant vous donne un mal de tête pulsant derrière les yeux. La poussière de coton irrite votre gorge, provoquant un chatouillement persistant qui vous fait tousser malgré vos efforts. Trop tousser attire l'attention négative des surveillants, qui peuvent y voir un signe de faiblesse ou de maladie pouvant affecter votre productivité. La sueur imbibe vos vêtements, le travail physique et la chaleur ambiante assurant que vous restez constamment humide. Cela se combine à l'huile de machine qui éclabousse inévitablement votre peau et vos vêtements, créant une couche collante et inconfortable entre le tissu et la peau, contribuant aux diverses éruptions et irritations cutanées courantes chez les ouvriers textiles. À midi, vous êtes complètement sale, le corps recouvert de sueur, d'huile et de fibres de coton. Lorsque la courte pause déjeuner arrive, il n'y a aucune possibilité de se laver les mains avant de manger. Vous vous contentez de les essuyer sur vos pantalons déjà sales et de déballer le repas préparé par votre femme. Vous mangez rapidement, toujours debout à votre poste. S'asseoir serait perçu comme de la paresse et pourrait entraîner un avertissement, voire une amende. La nourriture, simple, pèse sur votre estomac dans l'air chaud et étouffant. Vous avez constamment soif, mais l'eau n'est disponible que dans un seau commun avec une louche partagée par des dizaines de travailleurs, un vecteur parfait pour la transmission de maladies que personne ne comprend encore. Les besoins naturels pendant la journée de travail sont satisfaits dans des coins désignés où de simples seaux servent d'unique installation. Pas de confidentialité, pas de lavage des mains après usage, et l'odeur de ces endroits s'ajoute à l'assaut sensoriel déjà écrasant du sol de l'usine. En fin d'après-midi, votre corps vous fait mal après être resté essentiellement dans la même position pendant des heures. Votre dos et vos épaules souffrent particulièrement des mouvements répétitifs du travail. Vos pieds palpitent à l'intérieur de vos bottes usées, offrant peu de protection contre le sol dur de l'usine. De petites blessures s'accumulent au fil de la journée, coupures mineures causées par les machines ou les matériaux, contusions dues au choc contre l'équipement dans l'espace étroit, ampoules là où les vêtements trempés de sueur frottent contre votre peau. Le contremaître passe périodiquement, surveillant tout signe de paresse ou de pause non autorisée. Les ouvriers surpris assis, parlant trop ou même regardant dans le vide trop longtemps peuvent se voir infliger une amende sur une partie de leur maigre salaire. Les punitions corporelles ne sont pas rares, surtout pour les enfants travailleurs jugés nécessiter une discipline plus stricte. Vous vous inquiétez constamment pour votre fille dans sa section de l'usine. Les plus petits enfants se voient confier les tâches les plus dangereuses, ramper sous des machines encore en marche pour dégager des blocages ou balayer les déchets, atteindre des espaces étroits entre les pièces mobiles pour effectuer des ajustements. Les blessures sont fréquentes, des coupures mineures et doigts écrasés aux accidents catastrophiques entraînant la perte de membres ou même la mort. Il n'y a aucune réglementation de sécurité. Pas de protection sur les machines, aucun protocole d'arrêt pendant l'entretien. Le profit de l'usine prime sur la sécurité des ouvriers, et les travailleurs blessés sont simplement remplacés par l'offre apparemment infinie de pauvres désespérés cherchant du travail autour de vous. Vos collègues présentent les signes physiques d'années passées dans cet environnement. Beaucoup ont le teint caractéristique des personnes qui voient rarement la lumière naturelle. Les problèmes de peau sont omniprésents. Éruptions cutanées, furoncles et infections fongiques prospèrent dans les conditions chaudes et humides où l'accès aux installations d'hygiène est limité. La toux chronique ponctue le bruit des machines. Certaines sont légères et irritantes, d'autres profondes et inquiétantes. Vous avez assez d'expérience dans les usines pour en connaître la différence. La première est la toux du coton qui affecte la plupart des travailleurs textiles, une réaction aux fibres constamment inhalées. La seconde pourrait être les premiers signes de tuberculose, la peste blanche qui ravage les communautés ouvrières, se propageant facilement dans des conditions de vie et de travail surpeuplées où une hygiène correcte est presque impossible. Lorsque la journée touche enfin à sa fin, le sifflet signale la fin du poste. Votre corps, poussé au-delà de ses limites naturelles pendant 14 heures, trouve pourtant l'énergie pour accomplir les dernières tâches autour de vous.
Les ouvriers redressent leur dos courbé toute la journée sur les machines, étirent leurs bras ayant effectué les mêmes mouvements des milliers de fois et se préparent pour le long chemin du retour. Vous retrouvez votre fille parmi la foule des enfants travailleurs. Elle semble encore plus épuisée que ce matin, le visage gris de fatigue sous la couche de crasse industrielle. Une nouvelle coupure sur son bras est maladroitement bandée avec un morceau de tissu relativement propre. Elle ne se plaint pas. Les plaintes ne changent rien dans ce monde, et montrer une faiblesse peut faire de vous une cible pour ceux qui cherchent à vous remplacer. Ensemble, vous vous joignez au flot de travailleurs quittant l'usine. La diminution soudaine du bruit crée une sensation presque physique de soulagement. Dehors, l'air semble frais et presque propre en comparaison, bien qu'il reste chargé de pollution industrielle. Le ciel s'assombrit déjà. La journée de travail si longue que vous quittez la maison et y retournez dans l'obscurité pendant les mois d'hiver. La marche du retour paraît encore plus longue que celle du matin, vos muscles fatigués protestant à chaque pas. Autour de vous, les collègues avancent avec le même pas traînant d'épuisement, la tête baissée, économisant leur énergie pour l'effort final jusqu'au domicile. Les conversations sont rares, chacun trop fatigué pour les politesses sociales. Votre esprit se tourne vers la maison, vers les maigres conforts qui vous y attendent. Vous êtes sale, épuisé et endolori, votre corps poussé à des limites qui semblent impossibles aux sensibilités modernes. Mais subsiste le petit plaisir de laver la crasse de la journée, même partiellement, le soulagement de s'asseoir après 14 heures passées debout, le réconfort de la famille autour de vous, tous ayant survécu à une autre journée dans un monde qui semble conçu pour vous broyer. Votre corps commence à se détendre à l'approche de votre immeuble, les alentours familiers signalant à vos muscles que le repos arrive bientôt. Vous respirez plus profondément, vos épaules se relâchant légèrement de leur position tendue. C'est tout. Doucement, vous montez les dernières marches jusqu'à la maison, où une autre soirée de confort minimal vous attend avant que le cycle ne recommence demain. L'escalier étroit semble plus long ce soir, chaque marche demandant un effort délibéré à vos jambes épuisées. Votre fille suit derrière vous, ses pas traînant de fatigue. Les odeurs familières de l'immeuble, mélange de cuisson, d'excréments et d'humidité, ne vous paraissent plus offensantes. Elles signalent simplement que vous êtes à la maison. Lorsque vous poussez la porte de votre unique pièce, la scène à l'intérieur apporte un petit réconfort. Votre femme a réussi à maintenir le feu de charbon, portant la température juste au-dessus du froid permanent. Le plus jeune enfant, celui qui toussait ce matin, dort sur le matelas, sa respiration encore rauque, mais pas pire qu'auparavant. Votre mère est assise près du feu, réparant des vêtements à la faible lumière, ses doigts noueux mais toujours agiles après des décennies de travail semblable. Vous êtes de retour, dit votre femme, énonçant l'évidence mais avec un soulagement dans la voix. Chaque jour, elle vous envoie, vous et votre fille, dans le monde dangereux des machines industrielles, sans jamais être totalement sûr que vous reviendrez tous deux indemnes. J'ai gardé de l'eau pour vous laver. Cette petite attention, mettre de côté de l'eau précieuse spécifiquement pour laver la crasse accumulée de la journée, est l'une des façons dont l'amour s'exprime dans ces conditions difficiles. L'eau est peu abondante, remplissant à peine le bassin, mais elle a été chauffée par le feu, un luxe qui fait monter les larmes à vos yeux. Toi d'abord, dites-vous à votre fille, sachant que les enfants, avec leur corps encore en croissance, souffrent davantage de la saleté et des contaminants de l'usine. Elle hoche la tête avec gratitude et commence à enlever ses vêtements extérieurs, debout dans sa fine chemise de nuit, utilisant un chiffon pour essuyer le pire de la crasse. L'eau chaude devient rapidement grise, puis noire, avec la saleté industrielle accumulée. Pendant qu'elle se lave, votre femme sert le repas du soir, un autre ragoût simple mais nourrissant, étendu avec des pommes de terre et des légumes racines pour faire durer la petite quantité de viande. Votre enfant du milieu, libéré de la surveillance du plus jeune, aide à le répartir, veillant à ne pas perdre une seule goutte précieuse. Aujourd'hui, c'est jeudi, ce qui signifie que demain est le dernier jour de travail avant le repos relatif du dimanche. Dans votre calendrier mental, ce jour a une signification particulière, c'est votre soirée de bain. Dans votre foyer, comme dans la plupart des familles ouvrières, les différents membres se lavent à des jours différents. L'eau est trop précieuse, la chauffe est trop longue et coûteuse pour que tout le monde puisse se laver quotidiennement ou le même jour. Vous tournez donc les bains, peut-être les enfants le lundi, votre femme le mardi, vous le jeudi. C'est un système né de la nécessité, maximisant la propreté tout en minimisant les ressources. Ce soir, après le dîner et le lavage minimal quotidien des autres membres, vous aurez votre bain hebdomadaire.
Pas d'immersion complète. Le luxe de plonger tout le corps est réservé aux riches ayant de grandes baignoires et des domestiques pour les remplir. Vous vous tenez debout ou assis près du feu pendant que votre femme verse de l'eau chaude progressivement, savonnant et rinçant chaque partie de votre corps avant de passer à la suivante. L'anticipation de ce lavage plus complet vous soutient pendant le dîner, où la conversation est minimale. Chaque jour ressemble au précédent, un cycle sans fin de travail, de repos minimal et de survie. Après le repas, tandis que le reste de la famille se prépare à dormir, votre femme commence le long processus de chauffage de l'eau pour votre bain. Le petit pot de fer ne peut chauffer qu'une petite quantité à la fois, nécessitant plusieurs voyages à la pompe commune. Votre fils aîné, rentré de son apprentissage chez un cordonnier voisin, aide à porter les seaux plus lourds, ses mains fendillées et tachées par le travail du cuir et des teintures. Enfin, suffisamment d'eau est chauffée. Les enfants sont couchés, bien que pas encore endormis, et une couverture a été accrochée dans un coin pour fournir un minimum de confidentialité. Derrière ce rideau improvisé, vous vous déshabillez complètement. L'air frais fait dresser la chair de poule sur votre peau. Votre femme apporte le premier pot d'eau chaude et commence le processus, versant une petite quantité sur vos épaules pendant que vous vous tenez dans une bassine peu profonde qui récupère l'eau. La sensation de l'eau chaude contre votre peau toujours froide est presque douloureuse tant elle est agréable. Elle vous tend le petit morceau de savon, moins agressif que le savon à lessive, réservé au corps. Vous vous lavez rapidement et efficacement, ayant appris au fil des années à nettoyer tout votre corps avec un minimum d'eau et de savon. Le bain hebdomadaire n'est pas seulement un geste d'hygiène. C'est l'un des rares conforts physiques dans votre vie difficile, un répit bref face à la crasse permanente qui caractérise l'existence ouvrière. L'eau devient progressivement plus sale, presque noire à la fin, mais le rituel a une valeur psychologique. Il marque la fin d'une semaine de travail et le début d'une autre. Vous vous séchez avec une serviette en lin rugueuse, vos vêtements de nuit les moins sales sont prêts. Vous en ressentez un petit plaisir, dans une vie où les indulgences sont rares. Les enfants se calment pour dormir, tous serrés sur le matelas unique pour se tenir chaud. Votre femme a retiré le rideau et prépare son espace sur le matelas, votre mère occupant déjà son coin. Vous les rejoignez, glissant à votre place. Le matelas est bosselé, le remplissage de paille usée est comprimé. Pourtant, après 14 heures passées debout sur un sol dur, ce lit pauvre semble être un paradis pour votre corps épuisé. Allongé là, propre pour la première fois de la semaine et entouré de votre famille, votre esprit vagabonde. Comment la vie en est-elle arrivée là ? Vos parents, eux, étaient paysans pauvres, vivant dans un autre type de pauvreté. Ils étaient sales aussi, recouverts de terre, mais d'une crasse organique, non la saleté chimique des usines. Ils buvaient l'eau des ruisseaux et puis, pas contaminés par la vie concentrée de milliers de personnes, et respiraient de l'air poussiéreux des champs plutôt que de la fumée et des fibres de coton. Leurs corps étaient eux aussi épuisés, mais plus lentement, plus naturellement. Vous pensez à vos enfants, vous demandant quel avenir les attend. Passeront-ils toute leur vie dans ces conditions, respirant un air si pollué qu'il bloque le soleil, buvant de l'eau souillée par les déchets humains, travaillant sur des machines qui détruisent lentement leur corps ? Ou bien les choses s'amélioreront-elles ? Des rumeurs circulent sur des réformes limitant le travail des enfants ou imposant de meilleures conditions, mais ces changements semblent lointains et incertains depuis votre position au bas de l'échelle sociale. Vous ignorez que, dès 1834, des changements significatifs se préparent, trop lents cependant pour profiter pleinement à votre génération. En 1842, Edwin Chadwick publiera son rapport phare sur l'état sanitaire de la population laborieuse de Grande-Bretagne, documentant les conditions épouvantables dans lesquelles vous vivez chaque jour et établissant un lien direct entre assainissement et santé publique. Ce rapport mènera à la loi sur la santé publique de 1848, première étape d'un long processus visant à améliorer l'assainissement urbain. Des conseils locaux de santé publique seront créés, capables de traiter les problèmes liés à l'eau contaminée et à l'élimination inadéquate des déchets. Dans les décennies suivantes, la compréhension scientifique des maladies connaîtra une révolution. L'enquête de John Snow sur l'épidémie de choléra de 1854 à Londres démontrera de manière concluante que la maladie se propage par l'eau contaminée, remettant en cause la théorie du miasme. La théorie des germes de Louis Pasteur transformera encore la médecine et la santé publique, mettant l'accent sur l'hygiène pour prévenir les maladies. À la fin du XVIe siècle, la plomberie intérieure commencera à apparaître dans les quartiers ouvriers.
Lentement et de manière inégale, les systèmes d'égouts remplaceront progressivement les fosses à ciel ouvert, séparant les eaux usées de l'eau potable. Les bains publics deviendront plus accessibles, offrant des installations abordables pour ceux dont les maisons manquent de commodités pour se laver. Les conditions de travail s'amélioreront également, mais toujours trop lentement. Les lois sur les fabriques réduiront progressivement les heures de travail et fixeront un âge minimum pour le travail des enfants. Des réglementations de sécurité rendront les accidents industriels moins fréquents, mais encore trop nombreux selon les standards modernes. Mais tout cela appartient à un futur que vous pouvez à peine imaginer alors que vous êtes allongé sur votre matelas bosselé en 1834. Pour vous, la propreté reste un luxe hebdomadaire plutôt qu'un droit quotidien, l'hygiène un combat constant contre des obstacles structurels écrasantes. Le paradoxe de votre époque est que l'industrialisation, qui a tant dégradé vos conditions de vie, contient aussi les germes de l'amélioration future. Les mêmes usines qui polluent votre air et votre eau produisent des biens qui deviendront un jour abordables pour les familles ouvrières. Savon, sous-vêtements en coton, brosse à dents, finalement, plomberie intérieure. La classe moyenne émergente de cette économie industrielle développera de nouvelles normes de propreté, poussant progressivement à des mesures de santé publique bénéfiques pour tous. Les avancées scientifiques transformeront la compréhension de la transmission des maladies et mèneront à des mesures préventives plus efficaces. Mais ces changements prendront des générations, et beaucoup, peut-être vous y compris, ne vivront pas pour les voir pleinement réalisés. Le coût de la pollution industrielle, du manque d'assainissement, des conditions de travail dangereuses et de soins de santé inadéquats fera de nombreuses victimes avant que des améliorations significatives ne prennent effet. Alors que vos pensées vaguent à travers ces réflexions inachevées, l'épuisement physique commence à l'emporter sur l'activité mentale. Votre corps, relativement propre, se détend dans le matelas. Les sons familiers de la respiration de votre famille créent un fond réconfortant pour vos pensées qui ralentissent progressivement. Vos paupières deviennent lourdes sous la fatigue accumulée de la journée. Les douleurs persistantes dans vos muscles s'estompent à l'approche du sommeil. Même la toux de votre plus jeune enfant s'est calmée, laissant une atmosphère de paix rare s'installer dans la petite pièce. Demain apportera un autre jour semblable, le réveil tôt, le lavage minimal, les longues heures à l'usine, la crasse perpétuelle. Mais pour l'instant, dans ce moment de relative propreté et de repos, vous pouvez vous abandonner à l'étreinte du sommeil. Votre respiration ralentit, suivant le rythme de votre femme à côté de vous. La tension dans vos épaules se relâche, fondant dans le matelas. Votre mâchoire se détend. Vos mains se relâchent de leurs positions habituelles. Le poids de votre corps semble augmenter en s'enfonçant dans la literie, comme si la gravité elle-même s'intensifiait. Dans ces derniers instants avant que le sommeil ne vous emporte complètement, il y a une étrange paix. Malgré les difficultés, malgré la lutte constante pour maintenir même un minimum de propreté dans des conditions faites pour la contrarier, il existe en vous et dans votre communauté une résilience qui transcende les circonstances physiques. L'humanité persiste, trouvant de la dignité là où c'est possible, créant des moments de propreté et de confort contre des obstacles écrasantes. Alors que vous glissez plus profondément vers le sommeil, votre esprit se vide de pensées, ne laissant que des sensations, la douceur relative sous vous, la chaleur des corps proches, le calme béni après une journée de mouvement et de bruit constant. Votre respiration devient plus profonde, plus régulière. Vos membres semblent plus lourds, se mouvant comme immobiles, comme s'ils étaient devenus partie intégrante du matelas lui-même. Le sommeil approche maintenant. Son obscurité réconfortante se répand depuis les bords de votre conscience vers le centre. Les luttes de la journée contre la crasse et l'épuisement s'effacent, remplacées par le simple plaisir du repos. Votre dernière pensée consciente est la gratitude pour le petit luxe de la propreté, aussi temporaire soit-il, aussi limité soit-il selon les standards des générations futures. Puis le sommeil vous enveloppe complètement. Votre esprit et votre corps trouvent le seul véritable refuge disponible face aux dures réalités de la vie ouvrière au début de la révolution industrielle. Dans le sommeil, au moins, il y a égalité. Le propriétaire de l'usine dans son manoir et vous dans votre logement collectif succombez aux mêmes besoins humains, l'un dans des draps de soie, l'autre sur un matelas de paille. À l'extérieur, la ville industrielle poursuit son activité incessante. Les cheminées des usines continuent de cracher de la fumée dans le ciel nocturne. Les déchets s'écoulent encore dans des fosses insatisfaisantes et des puits contaminés, mais le changement arrive, trop lentement et trop tard pour beaucoup.
Les mêmes conditions qui rendent votre vie si difficile provoqueront finalement les réformes qui transformeront la vie urbaine pour les générations futures. Pour l'instant, vous dormez profondément. Votre corps propre se repose après que la crasse accumulée de la semaine a été lavée. Demain apportera ses propres défis. Mais ce moment de paix, cet intervalle de propreté et de confort relatif, donne la force d'affronter ce qui viendra. Votre respiration s'est ralentie à son rythme de repos. Votre esprit est calme, votre corps immobile. Le sommeil vous a pleinement saisi, vous entraînant dans ses profondeurs réparatrices, où, même dans ce monde de crasse industrielle et de lutte, vous pouvez trouver un refuge temporaire dans vos rêves.